Alors, à ce niveau-là, il y a aussi d'autres mesures, comme le CPE l'avait déjà dit, au niveau de l'éducation, il y a dans les parcs, va servir aussi à desservir tous les villages qui sont dans les parcs, lorsqu'il y aura de très bonnes habitations. Mais nous intervenons au niveau de la production pour d'abord améliorer le revenu. Parce que si on ne produit pas, on n'a pas assez de revenus, on ne sera pas bien vivre. D'abord, résoudre le problème du ventre, c'est très très important. À ce niveau-là, nous avons comment nous intervenons. Le revenu des ménages est amélioré. Le samedi, ici, je vais aller les payer parce que j'ai déjà reçu le chèque. Les autres secteurs de la vie sociale seront pris en compte par les parcs. Donc, je dis et je vous remercie. Pour les ménages, 20% pour la structure qui accompagne et les 20 autres pourcents pour les parcs agro-industriels. Merci donc pour ces informations. Il y a un sac qui est là. Ça va, on va remettre à celui qui sera le plus rapide. Je vais donner peut-être de brèves réponses. Parce que, à mon avis, je pense que le temps imparti pour ce dialogue n'est pas suffisant, indépendamment de notre bonne volonté. Donc, si discussion il y en aura, on pourra continuer dans le pouvoir ou après. Nous sommes disposés à apporter des éclaircissements sur les questions que vous avez. Je commence par M. Claude qui a fait un constat selon les enquêtes. Mais je retiens ici la question d'expropriation. Il est préoccupé par la question d'expropriation, l'implication de bénéficiaires et l'impact du projet. Si je peux commencer par dire que ce projet, au départ, c'est politique. Pourquoi politique? Parce que ça émane de la politique du gouvernement. Et monsieur le directeur du cabinet, adjoint du ministre de l'Agriculture l'a bien dit. Et donc, nous ne pouvons pas l'écarter de l'aspect politique de la chose. Je ne sais pas à ce niveau quelle est la compréhension du mot politique pour chacun de nous. Mais je pense que cette réflexion, comme l'a présenté le conseiller principal, par des réflexions basées sur les fondamentaux. Et ces fondamentaux ont donné naissance à cette stratégie qu'on appelle aujourd'hui la stratégie des parcs agro-industriels. D'ailleurs, quand le courant est parti. Et cette sécurité foncière, si elle n'est pas établie, aucun investissement n'est possible, aucun développement n'est possible. Et donc, la question sur l'expropriation a été prise en compte, si je peux dire ainsi. Mais la prise en compte de cette expropriation se fait à deux niveaux. Si je peux utiliser les termes expropriation. Ce que je veux dire ici, il y a une part, un problème à régler des autochtones, des ayants droit qui occupent une superficie, une surface donnée. Nous avons une loi foncière qui le dit, je crois que dans son article 54, où on dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais les ayants droit ont 53. Les ayants droit ont le droit des jouissances. Et donc, l'État, dans son rôle régalien, s'est dit qu'il fallait développer un coin, développer la RDC en partant de l'agriculture. Et donc, dans le choix des 22 sites, Bukangalonzo est le tout premier. Dans son rôle régalien, il s'est donné ce devoir de contacter les ayants droit fonciers pour discuter sur les questions de développement. Au préalable, le projet a été présenté et les résultats finaux de ce projet. Avec les consentements de ces populations ayant droit, ils ont accepté l'implantation de ce parc agro-industriel de Bukangalonzo. Donc, cette question-là a été réglée parce que le tout dernier intervenant, dans sa présentation, a dit qu'il n'y a pas de terres vacantes. Considérant cela, donc ces terres n'étaient pas libres et il y avait des ayants droit qui ont donné leur consentement et le projet a été établi. Au deuxième niveau, dans cette terre vacante, il y avait des privés qui se sont installés, qui ne sont pas des ayants droit, quelques privés. Et ils ont été répertoriés au préalable. Il y a une carte qui les présente.
Et ils ont été contactés. Et il y a des discussions qui ont été eues. Il y a une démarche qui a été entamée. Et il y a des solutions qui ont été proposées. Certains d'entre eux ont accepté et ils ont eu leur part d'expropriation. Ils sont partis et ils se sont développés ailleurs. D'autres encore traînent les pas. Et le dossier est au niveau du ministère de l'Agriculture qui traite cette question d'expropriation. Implication des bénéficiaires. Oui, l'implication, peut-être d'aucuns ne le constatent pas, mais je crois que ceux qui sont bénéficiaires de ce projet ne sont pas ici peut-être représentés. Ils pourront en dire plus. Ils sont impliqués. Et l'implication ici, à mon avis, je crois que ça doit être graduel dans les temps. Et donc, je connais les projets parce que je suis parmi les gens qui ont identifié les sites au préalable au départ. Donc, les gens qui ont négocié, enfin, qui ont donné leur consentement par rapport au projet, on les connaît et les documents les prouvent, ça existe. Par rapport à l'impact, l'impact ne pourra pas être visible d'emblée. Vous êtes d'accord avec moi, tout projet de développement commence par nulle part et puis après un résultat, deux résultats. Dans la durée, nous pourrons constater. Mais pour aujourd'hui, je crois que le foufou de maïs qu'on a, de manioc qu'on a mis devant là-bas, a eu un cheminement pour avoir cette présentation qui est là. Donc il y a une implication, pardon, il y a eu un impact. Je viens à la préoccupation de Madame Louise. Manque de consentement, j'ai déjà répondu à cette question. Les degrés d'appropriation du projet, ça, je peux vous garantir, ce projet est approprié à son niveau. Peut-être l'écart de compréhension existe entre nous qui vivons en ville et ceux qui vivent sur place. Donc ça, peut-être, il y aura une réponse si vous allez là-bas sur place. On vous a présenté des photos de la vie avant. Je crois qu'il y aura des photos de la vie après. Mais on ne peut pas le faire instantanément comme d'aucuns le pensent. Nous sommes bien d'accord pour cette question. Je voulais vous démontrer ici, peut-être M. Abias vous en dira plus, concernant le développement des filières. Le parc, dans son business plan, avait prévu de faire des filières, développer certaines filières. Mais il a laissé la liberté aux bénéficiaires, aux ayants droit, qui sont agriculteurs à l'origine, de choisir la filière qui les intéresse. Et ils ont pris la filière manioc, qui est la filière la mieux maîtrisée. Aujourd'hui, par la responsabilité sociétale du parc et l'appui du gouvernement, le gouvernement a mis en place la chaîne de valeur de la filière manioc. Donc, ça, c'est une expropriation, c'est une appropriation de la part des paysans. Je vais aller directement à la question de Madame Rosalie, que je remercie beaucoup pour les jugements hâtifs selon son expertise par rapport à ces data. Mais je pense que Madame Rosalie, soyez rassurée que les paysans ont fait un bond, parce qu'au départ, ils ont travaillé sur, je peux dire, un quart d'hectare par ménage, péniblement. Et aujourd'hui, d'une manière regroupée, ils travaillent sur 300 hectares par l'appui du gouvernement. Plusieurs questions ont été élaguées, plusieurs questions ont été solutionnées. Comment? En termes de techniques agricoles, aujourd'hui, les ménages agricoles de Bukangalonzo ont bénéficié du gouvernement une boutureuse. Donc, la pénibilité des plantations de boutures de manioc a été solutionnée. Ils sont à mesure aujourd'hui de travailler au-delà de 0,25 hectares. Et dans les prévisions, ils vont aller graduellement jusqu'à atteindre 1000 hectares tels qu'elle a présenté. Donc, si vous pensez que c'est du mensonge, allez sur place pour aller vivre l'expérience. Pour que cela devienne concret, l'État devait mettre en place une preuve, ce qu'on appelle en anglais proof of concept. Le parc agro-industriel aujourd'hui, c'est une preuve de la volonté politique de l'État. Il a mis en place ce parc pour que nous puissions avoir l'attrait de ceux qui doivent investir, c'est des privés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Hier, quand on a commencé ce projet, on a commencé avec les Sud-Africains. Il y avait des Américains qui s'étaient présentés, mais les Sud-Africains ont su convaincre le gouvernement pour mettre leur expertise en place.
Vous vous souviendrez, un projet agricole, un projet de cette envergure, au bout de 6 mois, ne peut pas produire des résultats. Mais aujourd'hui, on en a eu. Donc la présence des Sud-Africains, au départ, c'était des gestionnaires de l'argent de l'État. Ce sont des travailleurs du gouvernement. Et ils se sont rendus compte que ce projet est rentable, étant donné que l'ouverture à ce projet est destinée aux investisseurs privés ou étrangers. Ils se sont prononcés aujourd'hui, ils deviennent partenaires du gouvernement. Donc au départ, l'argent qui a été mis pour ce projet, c'est l'argent du gouvernement. Et vous et moi, le contribuable congolais. Et donc les Sud-Africains, partir aujourd'hui ou partir demain ou plus tard, nous ne serons pas bloqués parce que c'est ouvert aux autres investisseurs. L'idée de ce projet de parc agro-industriel, c'est en fait développer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, madame, à côté de moi, elle a dit, au niveau de milieux ruraux, c'est l'entrepreneuriat, que ce soit dans le secteur agricole ou dans les secteurs non agricoles. Madame l'a dit. Pour nous, un entrepreneur agricole, c'est ça. Il maîtrise le cycle de production du côté technique, mais il maîtrise également tout ce qui vient après. Et il est en mesure de dire, cette production, comme parlait monsieur, voilà mon compte d'exploitation. Quand j'enlève mon compte d'exploitation, quand j'enlève mes dépenses, et en matière de dépenses, il y a différents types de dépenses. Ce n'est pas tout ce qui vous reste dans la main après avoir couvert vos charges qui constituent votre salaire. Et la première chose qu'on apprend lorsqu'on fait l'entrepreneuriat, c'est qu'un entrepreneur, pour dire que mon affaire est vraiment rentable, c'est qu'il se paye un salaire. Et ceux qui ont démarré des affaires ici, qui sont dans la salle, de manière structurée, je veux dire, doivent savoir que généralement, les 2 premières années, on ne se paye pas de l'argent quand on commence à faire des affaires. Donc, l'ambition que nous avons dans ce projet, c'est d'amener les communautés qui sont le long du parc à être en mesure de se payer un salaire. Le salaire, ce n'est pas le revenu net que vous tirez d'une activité économique. Comment nous allons faire ça? Maintenant, je viens à la réponse à vos questions. C'est justement de former les gens dans ce qu'ils ont, bâtir sur la connaissance qu'ils ont. Et vous, vous avez beaucoup de connaissances techniques de votre activité. Il ne faut pas grand-chose pour que vous puissiez atteindre le stade d'entrepreneur. C'est d'abord comprendre votre business, comprendre les contraintes de votre métier. Ça, c'est important. Nous allons le faire par la formation. Comme je l'ai dit, nous allons former les structures qui vont accompagner les communautés. Nous allons nous asseoir avec les communautés, voir avec elles quelles sont leurs contraintes pour déterminer quel est le salaire minimum auquel elles doivent arriver. Parce que moi, j'entends beaucoup de chiffres, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Ça, je vous dis honnêtement. Ce qui est important pour moi à la fin de l'exercice, c'est qu'un ménage puisse dire, je couvre tous mes besoins et je mets un peu de l'argent de côté, peut-être pour des projets que j'ai. C'est pour ça que c'est important de maîtriser l'échelle de valeur depuis la production jusqu'au consommateur final et de voir comment les communautés peuvent saisir un peu plus de valeur le long de la chaîne. Parce que d'une manière générale, traditionnellement, c'est qu'une bonne partie des valeurs de production est dans la main des intermédiaires. Comment est-ce que nous allons faire de sorte que les communautés qui sont là ont le maximum, tirent le maximum de valeur le long de la chaîne? Notre structure qui travaille à côté des paysans a des compétences distinctives en termes de capacité des gens qui peuvent bien aider les paysans à bien travailler. L'entrepreneur aussi, c'est un monsieur qui, porté par une idée dans son cœur, veut réaliser cela. Bref, c'est ça. Mais aussi, suivant un plan d'affaires. Avec les paysans, c'est comme madame a dit, c'est difficile de pouvoir introduire des stratégies trop universitaires pour apprendre aux paysans qu'il faut ça, qu'il faut ça, qu'il faut ça. Nous le faisons facilement avec un compte d'exploitation dans lequel nous avons tous les coûts qui sont repris avec toutes les opérations de l'itinéraire technique. Des surcharges, des battages, ça coûte autant. Labour, ça coûte autant. Elsa, ça coûte autant. Si vous allez aujourd'hui vous poser la question, en fait, à celui qui est très, très souple, à un paysan, il va vous dire que dans ce que nous faisons, les labours coûtent autant. Les sages coûtent autant. Même les sarclages que le paysan fait lui-même à un coût. Il connaît ça. Même la récolte que le paysan fait à un coût. Et ce coût-là est payable.
Donc quand je dis que nous avons dans un hectare, c'est le cas parce que aussi pour répondre à la question des $700, envoisiné 20 tonnes. La tonne chez nous c'est à 66,5 $. Vous avez aux alentours de 1200 $, aux alentours là. Et les 700 $, c'est presque les 60%, comme moi j'ai expliqué, qui revient au ménage. Vous voyez? Donc, les paysans doivent savoir que dans mon champ ici, je vais restituer les carburants, c'est vrai, mais moi je vais gagner quoi? Ils comprennent, et nous sommes en train de vulgariser, d'introduire ça lentement, et ça évolue très bien. Pour évaluer un projet sur 1000 hectares, je vous demanderai de venir dans 5 ans. Parce qu'un programme agricole, on définit d'abord un seuil de fonctionnalité. À partir de quel moment vous avez réalisé suffisamment d'investissement pour que ce programme devienne fonctionnel, selon votre plan de mise en œuvre. Deuxièmement, vous avez un seuil de rentabilité. À partir de quel moment, et après avoir réalisé quelles activités le programme sera objectif, et je pense qu'il est très important, c'est de tirer des leçons de ces dialogues pour alimenter la mise en œuvre des autres parcs prévus après celui de Bukangalonzo. Bukangalonzo, c'est une étape et c'est un projet pilote, comme madame l'a dit. Ça va vous aider pour les choisir n'importe quel site. Ici, nous sommes limités par le temps. Parce que chaque minute qui va passer après 16 heures doit être facturée. Il y a beaucoup de bonnes choses. Des installations, comme a dit madame Ida, sont là et ça fait la fierté. C'est vraiment très bon. Aujourd'hui, Bukanga connaît une lueur d'espoir. Cependant, il y a eu beaucoup de lacunes. Et ces lacunes procèdent d'un mauvais diagnostic ou d'un diagnostic qui a été mal posé. Et je vais reprendre rapidement quelques-uns des éléments de ces diagnostics. Au départ, ici, on nous a dit que le parc appartenait à des pêcheurs. Je ne sais pas, si vous prenez une bande de 60 km sur 30, quels sont ces pêcheurs? Ils sont censés avoir été ou être dans la rivière Kwango. Or, sur la rivière Lonzo, il n'y a pas de pêcheurs. J'ai vécu dans Lonzo, je suis né dans Lonzo. Vous commencez par la rivière Lonzo de Bukanga village jusqu'à Mbanganga, chez ce chef qui est là, il n'y a pas de pêcheurs. Ce sont des pêches qu'on dit momentanées. Les gens vont, ils pêchent, ils rentrent au village. Et le parc agro-industriel, son nom, le nom traditionnel du parc, c'est Mbumbulungu. C'est maintenant nous l'appelons parc. Son nom, nous l'avons vu, on voyait au village, on l'appelle Mbumbulungu en face. C'est ce nom-là qui était le nom. Donc ce ne sont pas des pêcheurs qui sont les propriétaires ou les ayants droit de ces parcs. Mais lorsque le chef de l'État est arrivé, j'étais là sur place. Parce que comme je dis, je suis notable de Bukanga. Qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, qu'on reconnaisse nos écrits ou non, je suis notable de Bukanga aujourd'hui. Le chef de l'État est arrivé sur place. Quel est le chef qui a pris la parole? Je sais, moi aussi j'ai pris une ferme. Est-ce que le chef Mbaringa il est là? Avait eu ne fût-ce que la parole, ne fût-ce que pour dire que non, j'essaie de ma terre que mes ancêtres m'ont laissé pour que l'État fasse du travail. C'est pour l'intérêt de notre pays, nous tous. Est-ce qu'il avait dit ça? Il est là. Qu'il vient de travailler là-bas. Parce qu'on les a recrutés pour être là. Et qu'on les encadre. Alors là, c'est autre chose. Les communautés, c'est comme les enfants d'Israël qui préfèrent nier les tourments de l'Égypte que les preuves d'émancipation de Bukangalonzo. À qui croire? Aux communautés ou bien à l'État? Merci. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. C'est moi qui ai dit que le temps est trop court pour qu'on discute autour de cette question. Je crois qu'il y aura une deuxième épisode, une troisième, une quatrième. Étant donné qu'on nous a parlé d'évaluation, le processus, madame l'a bien dit, donc on arrivera sur cette question d'évaluation, on aura évalué. Et donc, je compte beaucoup sur les organisateurs sur la deuxième épisode, troisième et quatrième. Donc, sur l'aspect technique, l'INRA, l'ITEA, aujourd'hui sont les grands acteurs au niveau du parc. Mais c'est l'expert de l'INRA qui parle de l'implication. Je veux bien,
c'est des aspects techniques assez importants sur ce qui est des rendements, productivité. Si on va rentrer dans ces détails-là, ça devient un débat scientifique, on ne s'en sortira pas pour l'instant. Mais je préfère donner un élément sur la productivité. Nous savons, nous, techniciens, que la productivité est dépendante de plusieurs facteurs. Et si on considère l'aspect gestion de la fertilité du sol, on pourra en parler, en dire plus sur les rendements. Donc je reste là sur des principes. Les intervenants qui m'ont précédé ont déjà répondu à toutes les questions. La seule question où il n'y a pas eu de réponse, c'est celle de monsieur qui demandait, qui voulait savoir quel est le capital de ce méga projet, la structure et la part ou les parts de l'État dans les différentes entreprises. Je crois que dans ma présentation tout à l'heure, je l'ai dit, que dans l'ensemble, quand j'ai dit dans l'ensemble, c'est-à-dire les infrastructures, la production, le marché international de Kinshasa au niveau de Maluku, les trois prises ensemble de l'État infirmier. L'État n'a pas vocation d'être fermier. L'objectif, l'État a voulu donner le coup d'envoi. L'objectif, c'est de vendre ses parts aux investisseurs qui seraient intéressés d'entrer dans les capitales des différentes entreprises, à commencer par les Congolais eux-mêmes. Et ceci, c'est dans un très proche futur que nous allons faire recours à l'État public. Merci. Cet impact positif direct est de forte intensité, mais il est réversible si la sensibilisation des populations n'est pas permanente. Sa portée est jusque-là locale car elle ne concerne pas toute la contrée. Par rapport à quelques améliorations économiques du Bénin, essentiellement, les routes et les pistes sont faites en terre donc vulnérables à la dégradation. La facilitation du mouvement des personnes et des biens est un impact positif. Et la présence des travailleurs a facilité le développement des activités de transport, notamment des petits transports comme des taxis-motos. Et passons rapidement aux quelques impacts négatifs à ce stade. Il y a premièrement, par rapport à la qualité de l'air, ici c'est surtout pendant la période de la saison sèche. Il y a beaucoup de poussière avec les véhicules qui passent. Et ces émissions sont de nature à générer la réduction de la visibilité, susceptible à causer des accidents. Il y a à causer aussi l'atteinte à la santé des populations vivant généralement le long de routes. Cet impact négatif, direct et réversible, l'intensité de la perturbation est moyenne, étant donné le faible rayon et le temps d'exposition de poussière. L'impact sur la santé humaine, les risques de contamination liés à l'utilisation des pesticides pour l'épandage et ne fournit pas d'informations claires et détaillées aux communautés locales à cet égard. Les personnes interrogées ont affirmé que leurs champs sont menacés par des déchets d'insecticides utilisés au parc. Elles redoutent également l'impact qu'elles pourraient avoir sur leur santé. L'usage intensif d'engrais aura sans nul doute un impact réel sur les sols, étant donné que nous nous trouvons sur un sol presque sablonné. Là, c'est l'illustration. Et là, on est en pleine manipulation des engrais. D'autres impacts négatifs. À ce stade, il faut signaler l'expropriation des terres, des portions de terres agricoles et la perte des sources de revenus. Les exploitants vont perdre définitivement leurs terrains agricoles, ce qui peut constituer une source évidente de paupérisation si des mesures de réallocation ne sont pas envisagées à leur égard dans le cadre du projet. Ici, l'exemple qu'il faut citer est celui du cas du domaine agro-pastoral de Tassia, qui appartient à la congrégation des Saint-Sacrements. N'a encore eu lieu, mais la restriction du droit d'accéder librement à sa terre s'accentue. On assiste à des intimidations. Les policiers qui sont postés au parc empêchent les paysans de se mouvoir librement.
cela a un impact sur la liberté de mouvement des habitants. Les projets compliquent l'accès à l'eau. Les descentes des paysans vers la rivière sont assorties de menaces. Situation très visible aussi dans les sites voisins des moulins du Congo. Cet impact négatif est d'intensité forte à cause de la fragilité des sols. Je disais tout à l'heure, nous sommes sur des sols sablonneux et avec l'utilisation. Voilà une des illustrations. D'autres impacts, c'est les droits fonciers coutumiers des populations sont fortement menacés. Et pourtant, selon le droit international, les États doivent s'assurer que les cadres légaux en matière de propriété foncière reconnaissent et respectent les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Ça, on se trouvait à l'article 5.3 des directives volontaires pour la gouvernance responsable dans les régimes fonciers. Malgré les dispositions de l'article 18 de la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture en RDC, l'insécurité foncière des paysans est perceptible. Les droits fonciers coutumiers des communautés sont en difficulté. En guise de conclusion, il vaut mieux de rappeler que le respect des principes procure la paix. Le double défi à relever est celui de sécuriser les petits exploitants et rassurer les grands. Il faut donc éviter les erreurs et les fausses pratiques pour exploiter au mieux les potentialités réelles du pays. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. À qui appartiennent les populations qui y vivent depuis des décennies? C'est là notre dilemme. L'objectif de notre mission, c'était une prospection, faire un état de lieu, l'aspect de sécurisation des droits des communautés locales. Bien avant l'installation du parc Bukangolonzo, la société civile plaidait déjà pour que notre État respecte différents instruments nationaux et internationaux sur les droits des communautés locales et peuples autochtones. Car l'une des missions de la société civile, c'est aussi de valoriser les droits fonciers et forestiers des communautés locales en RDC et d'accompagner ces dernières dans le respect de leurs droits par l'État congolais. Avant le déroulement de différentes activités de terrain, une collecte de premières données avait été réalisée afin de circonscrire la zone de Bukangolonzo. Nous a aidé à orienter la mission de la cartographie proprement dite. Voici la carte spatiale de la zone de Bukangolonzo. Et sur cette carte-là, je dis bien la carte spatiale, nous avons essayé d'identifier la zone, de voir quelle rivière, quel espace. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes informés que le parc, une série d'interviews est mise en place et des focus groups ont été constitués de quelques villages du secteur Bukangolonzo sur l'historique du milieu, des activités de substances pratiquées avant et après l'implantation du parc, les difficultés d'accès à la terre. Une autre série d'interviews pour les prêtres et les religieuses s'est centrée autour de l'historique du milieu et des difficultés liées à leur zone d'activité. Les entretiens avec les chefs coutumiers ont été organisés dans chaque village afin d'avoir plus de précisions sur la manière dont le parc s'est installé. Ces activités ont été organisées tout en tenant compte de la disponibilité de ce chef. En dehors des travaux en carrefour ou focus group, les outils du diagnostic participatif profilent les observations directes tout en ciblant les axes prioritaires du secteur et une mise en commun des données se faisait à la fin de chaque journée avec différents facilitateurs ciblés. La fiche d'enquête avec les questions d'aspects socio-économiques, santé, scolarité, activité. Le nombre d'échantillons retenus pour ces enquêtes était de 20 personnes par village et ces choix portaient sur
les agriculteurs, les jeunes, les enseignants, les femmes, malheureusement ils n'ont pas mis, mais je m'excuse, les femmes. Ce dialogue est une étape pour une accessibilité effective et déterminer avec précision les niveaux d'occupation foncière en la comparant à la première occupation de la tenue foncière des communautés locales avant l'implantation du parc. Cette prospection a été suivie d'une mission de cartographie à laquelle quelques observations ont été enregistrées, à savoir la non-consultation des communautés locales lors de la création, installation du parc. Ça au moins, c'est ce que les communautés locales nous ont déclaré. Le problème de la sécurisation de terres agricoles des communautés locales, les fonciers, les droits d'usage de cas de l'agriculture familiale, différents conflits par rapport à la tenue foncière. Étant donné que, là j'arrive déjà à la conclusion, étant donné que l'État congolais compte dupliquer ce modèle dans l'ensemble du pays, comme à l'Équateur, nous avons vu la boucle qui nous a été présentée, la société civile se donne comme mission de veiller sur la sécurisation des droits d'usage, de tenue foncière dans tous les nouveaux sites ciblés par l'État congolais. Enfin, plusieurs questions se posent aujourd'hui de par les résultats que nous avons réunis. Est-ce que l'enquête sur la vacance de terre a été menée avant l'installation du parc?